Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. Merci d'être dans ce studio. J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'ailleurs, j'aurais presque pu commencer en vous disant monsieur le candidat, parce que vous le serez peut-être, vous niez, mais on sent comme une sorte de petite musique qui avance, des sondages qui sont faits, qui se passent sous le manteau, qui nous disent que vous êtes presque dans le top 5 des intentions de vote des Français. Ça vous fait quoi ? D'abord, je ne sais pas qui paye ces sondages. Je ne sais pas pourquoi c'est faire. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas de désir élyséen. J'ai pas le melon non plus. Et donc, je sens bien qu'il y a un appel. C'est pas Jeanne d'Arc, mais il y a des voix. Et donc, ça m'intéresserait de savoir effectivement si c'est fait pour gêner quelqu'un ou si c'est parce qu'on croit en moi, quoi. Et si on croit en vous, ça pourrait. Disons que vous vous direz, peut-être que je peux être utile. Oui, je pense que je peux être utile. Après, j'ai vraiment pas de rêve présidentiel, quoi. Mais ça je vous peut le dis venir. dans les yeux, quoi. Ça peut venir. Ben ouais, en tout cas, vous vous interdisez pas. Ouais. Non, je suis comme Teddy Riner qui le disait. C'est ça, hier. il l'a dit hier sur BFM TV également. On aura donc décidément. Si un jour je vais dans la politique, c'est pas pour jouer les seconds rôles, c'est pour faire avancer les choses. Moi, j'ai un vrai engagement personnel, j'ai un vrai besoin de me rendre utile au débat social et j'ai suffisamment d'angoisse et d'anxiété ramassée, d'ailleurs au gré des rencontres avec les Français, pour essayer de, quelquefois, donner des coups de pied dans la fourmilière ou faire avancer des débats ou des projets dont je trouve que la société française est paralysée, quoi, pour lesquels ils sont paralysés. C'est incroyable aujourd'hui. Donc si vous vous dites, au fond, l'endroit où je suis le plus utile pour pouvoir faire bouger les choses à un moment ou à un autre, c'est peut-être un quinquennat, pourquoi pas ? Aujourd'hui, je suis plus utile sur le terrain. D'ailleurs, ce qui fait ma légitimité, c'est la légitimité du réseau que j'anime, des adhérents qui sont autour de moi. Enfin, que ce soit la décarbonation, l'écologie, que ce soit l'investissement dans les territoires, que ce soit la transformation numérique. Mais vous voyez, ça y est, vous parlez comme un politique. Ouais, non, mais je veux vrai. dire, c'est vrai. Je vous ai souvent reçu ici. J'ai même, je crois, été la première à vous donner le micro politique, c'est-à-dire d'un rendez-vous qui était un rendez-vous statutaire politique, parce que quand l'inflation est arrivée, quand les prix de l'électricité, les prix dans les rayons ont augmenté, à force d'interroger des politiques qui eux-mêmes, au fond, parlaient de quelque chose dont on sentait qu'ils n'avaient pas vraiment les mains dans le cambouis, je me suis dit, faisons venir à ce micro ceux qui savent, ceux qui se jouent dans les rayons. Mais c'est vrai que soudain, je me demande si vous n'êtes pas pris au jeu. Non, je ne me prends pas au jeu. C'est simplement que ça fait 40 ans qu'on m'interroge sur le prix du petit pois et le prix des carburants. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est... Effectivement, je suis épicier, commerçant, je l'assume. C'est mon père qui a créé les centres Leclerc. On est 180 000 à travailler sous cette enseigne. On est devenu la première enseigne française partie de Landerneau. C'est une belle aventure. Donc, on a une expérience. Et cette expérience nous donne une vision. La distribution, c'est un formidable observatoire de la société française. Et donc, on voit les comportements sociaux. On voit les comportements chez les fournisseurs, chez les banquiers, chez les clients. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, dans le discours politique, dans le discours public, peut-être même dans le discours patronal, on ne répond pas aux attentes populaires. Je vais pas faire mon Mélenchon, mais il y a quand même aujourd'hui la préoccupation numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat. Dites-moi ce dont on parle au Parlement aujourd'hui sur le pouvoir d'achat. Non, il faut que les hommes politiques écoutent davantage RMC et BFM TV et ils l'entendront effectivement. Au Parlement, que les il y a Français encore 15 jours, on a reporté des mesures inflationnistes, comme par exemple l'interdiction de faire des super promotions sur les couches, sur les produits d'entretien, sur les produits d'hygiène. Alors que là, tiens, je crois que il y a une opération nationale d'aide aux femmes, pour la menstruation et tout ça. Et dans le même temps, on vous dit, ça coûtera plus cher. Parce qu'on interdit notamment les super promos sur les produits d'hygiène. Alors rentrons justement dans le vif du sujet. La question de la consommation, la question de l'emploi aussi. Je voudrais vous faire réagir aux propos d'Emmanuel Macron. Il était dans la Meuse hier et l'un des salariés de l'usine qu'il visitait l'interpelle et lui dit, Monsieur le Président, que faites-vous pour remettre au travail les fainéants? C'est l'expression utilisée par ce salarié. Et vous allez l'entendre, Emmanuel Macron qui persiste et signe sur sa fameuse expression « traverser la rue pour trouver un emploi ». Écoutez. On va essayer de continuer à simplifier. On a baissé l'impôt sur les sociétés pour les petits et les
les cotisations. On va travailler sur tous les feignants. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Non, on a fait la réforme de l'assurance chômage, on doit en passer une deuxième étape. On paye des gens à 450 € par mois. Moi, je peux pas le dire comme ça. Oui, non, mais voilà, mais... Quand j'ai dit qu'on peut traverser la rue pour trouver de l'emploi, oui, je me suis fait ramasser. Mais il y en a. C'est ça le problème. Dans le bâtiment, dans la restauration. On est trop les gens pour qu'ils restent à la maison. Alors, je ferai attention parce que vous avez toujours des gens en situation de détresse. Oui, pas tout le monde. Et donc, c'est ça. Un bon corps de... Voilà, donc je ne sais pas vous dire quelle est la proportion. Oui, non, mais vous avez, des gens qui profitent du système. Après, vous avez des gens parfois qui ont un coup dur de la vie. Oui, ça, voilà. Et vous avez beaucoup de situations, par exemple, vous avez beaucoup de mamans seules aujourd'hui. Si ça leur coûte plus cher de faire garder leurs enfants que de reprendre un boulot, elles n'arrivent pas. Oui, il y a des profiteurs du système, dit-il, mais il y a aussi tant de difficultés, tant d'obstacles à passer à l'emploi. Mais des emplois, il y en a. Et Emmanuel Macron qui dit il faut effectivement remettre la France en quelque sorte au travail, par le travail et par le mérite. D'abord, est-ce qu'il a raison ? Oui. D'abord, il y a des abus, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont feignants, il y a des gens qui veulent profiter des aides sociales, etc. Mais c'est un sujet. Mais ce n'est pas le sujet central. Le sujet central aujourd'hui, c'est que des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils n'ont pas l'espérance, avec leur salaire, de pouvoir acheter un appartement comme l'ont fait nos parents, comme nous avons pu le faire. Et donc, c'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on ne pose pas la question, qu'on pose la question en négatif, en dénonçant le peu d'envie de travail des Français. La politique aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner envie, pour donner du goût aux Français d'aller travailler. C'est un problème de salaire ? C'est un problème que le travail ne paye pas ? Le travail ne paye pas. Et le travail est concurrencé de manière discriminatoire par des substituts au travail qui ne payent pas de charges sociales. On avait commencé à en parler dans une émission précédente, et puis j'ai vu que Dominique Schelcher aussi reprenait donc c'est quand même quelque chose qui est assez partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vivier de ressources pour lequel on finance le système social français, c'est juste les entreprises qui créent des emplois. D'accord ? Donc, cotisation patronale, cotisation salariale. Mais quand on fait venir l'IA, 100 milliards, quand on fait venir des robots, quand on développe le digital... Ça ne cotise pas, ni patronal. Mon iPhone, il me fait des photos. Il n'y a plus de photographe pour payer des cotisations patronales, ni un salarié pour développer les photos. Quand je envoie des mails, il n'y a plus de postier. Quand j'envoie... donc c'est à la fois des emplois en moins et des cotisations en moins, donc un système social qui ne repose plus... Le vivier du système qui finance notre système social, il se restreint. Et on ne pose pas les conditions de comment... C'est tabou en France. Comment on pourrait trouver d'autres ressources pour maintenir notre système social, qui est un bon système social, Moi, je ne suis pas un mosquien. Il faut réformer notre système social, mais c'est quand même très important qu'on ait un système de retraite, qu'on ait un système d'assurance maladie. Donc, on est très fiers de ça. On garde le système social, mais on réfléchit à son financement. C'est au fond la piste de la TVA sociale. Le mot n'a jamais été prononcé, mais qui commence à être évoqué par Emmanuel Macron. La question de faire peser moins sur le travail qu'éventuellement sur la consommation. Patrick Martin, que je recevais ce matin, qui est le patron du MEDEF, qui était mon invité à 7h40 sur RMC, disait une TVA sociale, ce serait vertueux pour tout le monde, pour les salariés comme pour les entrepreneurs, puisque ça allégerait les cotisations. La question que j'ai envie de vous poser à vous, Michel-Édouard Leclerc, c'est est-ce que c'est vertueux, y compris pour les consommateurs ? Alors, ça dépend comment c'est fait. D'abord, première chose, il n'y a pas que la TVA sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les robots, on en a dans nos entrepôts, il y en a dans les banques pour trier les billets, il y a des robots partout, sans être Blade Runner avec des réplicantes. On est aujourd'hui entouré de robots dans les entrepôts, etc. Donc, les entrepôts ne payant pas de charges sociales, on peut imaginer que la robotique paye une part de charge sociale. On pourrait imaginer que le digital, qui est une forme de robotisation numérique, paye une part de charge sociale. Quand les chats GPT ou Mistral remplacent des avocats, des juristes, des professions libérales, des journalistes, on pourrait imaginer que ces applis payent une part des charges sociales. Et la masse que ça représente, à mon avis, ferait que ce transfert cotisation ici, cotisation sur les travailleurs d'un côté, cotisation sur les applications, je pense que ce serait numérique de l'autre. Ça pourrait ne pas être inflationniste. Donc ça, c'est pas de la TVA sociale. C'est une forme de financement social. C'est un transfert des charges sociales sur d'autres supports. Et moi, déjà, j'aimerais, à travers vous, ici dans cette émission,
commander à Bercy, en tant que citoyen, j'aimerais bien que ce débat soit pas tabou et qu'on nous scénarise ce que ça impliquerait. Comment est-ce que vraiment ça affecterait l'implantation dans le digital, le développement de l'IA ou le développement de la robotique. Je suis persuadé que les masses sur lesquelles ça s'appliquerait permettraient de transférer assez rapidement, permettrait que le salaire net dans les entreprises où il y a du vrai travail, que le salaire net rejoigne le salaire brut. Et puis ça peut se faire sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça supposerait que les entreprises s'y engagent. Ça supposerait qu'il y ait un cadre juridique, un cadre Oui, alors qu'on le voit bien, les entreprises d'IA notamment sont rarement domiciliées en France. Enfin, il faudrait trouver effectivement des garde-fous. Vous privilégieriez... On pourrait aussi avoir le même raisonnement que les agriculteurs vis-à-vis des normes à l'international. Les agriculteurs, la FNSEA, ils parlent de réciprocité. Quand on importe aujourd'hui des produits du sud-est asiatique ou même du Maghreb ou des pays de l'Est à moins cher et qui ont été produits avec des salaires très bas, si l'écart de salaire entre leur salaire et les nôtres s'avère être trop élevé, à ce moment-là, on pourrait imaginer une contribution sociale sur les produits importés. Vous voyez, tous ces pistes-là... Au fond, vous partez du principe, 1, notre système social, il est bon, on le garde. 2, il est mal financé, ou en tout cas, il repose trop exclusivement sur l'emploi et les entreprises. Donc, on essaye de trouver d'autres pistes, soit, si je comprends bien, la question des robots et de l'intelligence artificielle, soit éventuellement les importations de l'étranger. Quand vous voyez cela, enfin les importations à bien moindre coût, qui sont une sorte de dumping social, environnemental, de normes. Lorsque vous voyez les hommes politiques qui vont remonter leurs manches et qui vont à l'aéroport à Roissy pour voir l'arrivée des petits colis et qui disent attention, on va taxer les petits colis, mais on sent bien que ça prend un temps fou. Est-ce que là, il y a un vrai vivier de taxes possible et surtout, on pourrait arrêter cette concurrence que vous voyez arriver? Vous les voyez arriver, tous ces produits qui ne vont pas trouver preneur aux États-Unis? Oui, il y a plusieurs sujets. Il y a la concurrence sociale et on vient d'en parler. Il y a une manière de réciprocité. Sur les petits colis, pour moi, le problème, il est écologique. C'est-à-dire que la valeur d'un livre, la valeur, et c'est pas que Shein ou Temu, c'est aussi Amazon, c'est aussi Leclerc, c'est aussi Action, Carrefour, je nous mets dedans. Quand on livre à travers la France des petites valeurs, alors que ça va coûter à la collectivité énorme pour recycler les cartons, les plastiques, tout ça. Je trouve que là, on pourrait tester une contribution écologique. Personne n'y trouverait à redire. C'est des produits pas chers. Mais par contre, ce sont des milliards. Je crois que c'est 5 milliards de petits colis en Europe aujourd'hui en dessous de 150 € qui se baladent et souvent qui reviennent à la case départ ou qui sont stockés. On ne sait pas comment finissent les plastiques. Le plastique est très mal recyclé. Voilà. Là, on pourrait installer une contribution écologique, et ce qui serait même infime, ça démarre, parce qu'il ne faut pas pénaliser les gens qui ont besoin d'acheter pas cher. Il ne faut pas pénaliser les gens qui ont besoin d'acheter pas cher. Quand des gens achètent sur Temu ou quand ils achètent sur Shein, c'est parce que, ou quand ils vont chez Action, c'est parce qu'aussi ils ont un problème de pouvoir d'achat. Michel-Édouard Leclerc, je comprends bien qu'au fond, vous trouvez d'autres solutions que celle d'une augmentation de la TVA. On peut mettre la TVA là-dedans, mais vous voyez, ça fait beaucoup de solutions. Et alors, dites-moi aujourd'hui, où, quand, comment, à l'Assemblée nationale, depuis 4 ans, on est aux serines sur le budget de l'État, les dettes de l'État, etc. On ramène tout à des sujets comptables. Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas les conditions d'un développement plus harmonieux? Je sais pas, dans nos boîtes, c'est pas les comptables qui font les plans de développement. Et là, vous avez l'impression que c'est les comptables qui font le plan de développement de l'État. C'est surtout les comptables qui ont été des mauvais comptables qui nous bloquent Michel-Édouard la Leclerc, réflexion sur le développement. Si je vous pose la question de la TVA, c'est aussi parce qu'effectivement, ça aurait mécaniquement une conséquence de relancer l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des finances des Français, ils peuvent encaisser en quelque sorte une TVA supplémentaire? Est-ce qu'ils peuvent encaisser une inflation supplémentaire? Ils ne peuvent l'encaisser que si de l'autre côté, on leur donne du pouvoir d'achat salarial. C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut que les masses s'annulent. C'est pour ça que plutôt que de parler de TVA sociale, je préfère parler de transfert des charges sociales sur des taxes. Il faut qu'il y ait une hausse de salaire d'un côté pour qu'il puisse y avoir éventuellement une augmentation des prix de l'autre. Du côté de la consommation, une question d'abord sur les eaux. Les eaux minérales, on découvre ou on redécouvre, mais c'est désormais documenté à travers une enquête parlementaire qui a été remise hier, que Nestlé a en effet trompé sur la marchandise, a vendu sous l'appellation eau minérale des eaux qui en réalité avaient été traitées quasiment comme de l'eau du robinet, vendues près de 100 fois plus cher. Est-ce que vous avez le sentiment vous-même d'avoir été trompé ou d'avoir trompé les Français en vendant ces eaux dans vos rayons? C'est une fraude manifestement, enfin, c'est aujourd'hui étayé et documenté.
Après, l'importance de ce dossier, elle est politisée, hein, parce que le but, c'est de ramener au président de la République qui avait travaillé pour Nestlé quand il était à la banque. Hein, donc, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il y a un vrai sujet de fraude. Il faut Mais vous ne voulez pas que ce soit, en quelque sorte, utilisé par les politiques? Non, ce que je veux dire, il faut laisser ce dossier à cette importance. Il y a plein de fraudes en France. La direction des fraudes est d'ailleurs très efficace. Et donc, oui, sauf que là, semble-t-il, l'Élysée, Matignon, je sais pas ça, aurait été au courant. C'est ce que disent les parlementaires qui disent même que l'Élysée a couvert cette fraude, ou a, semble-t-il, couvert cette fraude, avec une sorte de chantage, ou de panique en tout cas, de chantage à l'emploi. Je sais pas. Et je sais ça, pas vous n'avez jamais eu le vent de quoi que ce soit là-dessus. Est-ce que vous avez parlé avec vos fournisseurs, avec Nestlé? Non, en l'occurrence, non. Et puis les ventes de Perrier n'ont pas été touchées pour le moment. Elles n'ont pas été touchées. Au moment où on se parle, il n'y a pas de baisse des ventes. Mais il faut quand même... Outre le fait qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a fraude, etc. Bien sûr, il n'y a pas de danger sanitaire. Est-ce que vous vous posez la question de l'eau qui est dans le Coca-Cola, dans l'Orangina, ou qui est... Ou enfin, elle n'est pas appelée eau minérale. Non, mais franchement, quand vous achetez... Ça vous choque pas? Moi, je me rendais pas... ça me choque quand même que les gens achètent des bouteilles qui s'appelle eau minérale parce qu'ils pensent qu'elle sera meilleure que l'eau du robinet, ou en tout cas plus qualitative, et qu'en réalité on leur met dans la bouteille quasiment l'eau du robinet. Je vais vous faire un aveu, quand au restaurant on me demande Badois, Perrier, etc., je prends une marque et je lui fais confiance. Et donc oui, c'est une fraude et c'est pas bien, et il faut que ce soit sanctionné. Après, pour autant, vous n'envisagez pas de retirer ces eaux de vos rayons? Les consommateurs eux-mêmes... C'est l'administration qui nous dira s'il y a un danger ou pas. Ou si, à mon avis, le Perrier tout simplement va changer ses appellations. Hein. Et à ce stade, en tout cas, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils pourront toujours vendre cette eau. Hein. Simplement, ce ne sera pas sous l'appellation, sur l'appellation eau minérale si elle ne remplit pas ces critères. Au moment où l'on se parle, il n'y a pas eu de baisse des ventes de Contrex, des parts de je Perrier. vous dis, c'est un dossier, ça va peut-être arriver, mais c'est un dossier aujourd'hui qui sort avec un caractère très politique. Et donc, je ne suis pas sûr que du point de vue du grand public, on ait mesuré... on accorde cette importance qui nécessite la une des journaux, quoi. Michel-Édouard Leclerc, Éric Lombard avait annoncé une prévision de croissance pour 2025 initialement de 1,1%, puis finalement de 0,9%, puis finalement de 0,7%. Et la Commission européenne hier dit, même ça, c'est en réalité assez naïf, pour ne pas dire trop ambitieux, pour ne pas dire trompeur, et la Commission estime que au mieux la croissance française sera de 0,6%. Dans ce que vous voyez, à la fois du côté de la consommation, mais aussi de la production et des ventes, est-ce que vous pensez que la France peut arriver à ce niveau de croissance? Ouais. Pas par optimisme, hein, par addition des observations. D'abord, dans la distribution, on investit beaucoup. Et on crée des emplois. Un groupe comme Leclerc, c'est 3000 emplois par an nouveaux. La décarbonation, les engagements de décarbonation aujourd'hui entraînent énormément d'investissements. On est en train de mettre des panneaux solaires partout sur nos ombrières, on est en train de mettre des bornes électriques, on est en train de revisiter les chaînes de froid, on refait tous les matériels dans les magasins qui produisent de la chaleur ou du froid. C'est un marché. La directrice générale de Leroy Merlin parle de marché du siècle. Évidemment, elle est dans le bricolage, etc. Mais tous les logements aujourd'hui sont en train d'être refaits. Et donc ça, c'est une croissance verte, comme je crois, ça va tirer contrairement à ce que disaient mes amis militants écologistes, je pense que le capitalisme, que l'entreprise, le capitalisme, trouve son compte dans l'obsolescence programmée et très rapide du matériel, et c'est un marché pour la France, quoi. C'est formidable ce qui est en train de... Lorsque vous voyez que Sanofi, je me souviens de vous ici même, faisant des appels même à vos confrères grands patrons, en leur disant quand même de choisir la France en quelque sorte, quand vous voyez que Sanofi investit 20 milliards aux États-Unis, est-ce que c'est de l'ordre d'une forme de lâchage de la France? Non, je suis intervenu là récemment avec des polémiques avec Bernard Arnault, parce que je trouvais qu'il fallait laisser la Commission européenne négocier avec Trump. C'est ce qu'avait d'ailleurs demandé Emmanuel Macron, qui avait demandé aux patrons français de mettre sur pause. Voilà, mais en soi... L'idée d'investir aux États-Unis, d'avoir que Saad achète le port de Los Angeles ou New York, le fait que General Electric y investisse et tout, c'est une garantie aussi de la présence des entreprises françaises. Ce sont des chaînons, ce sont des transports pour nous, pour nos entreprises. Je trouve que ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose. L'investissement à l'extérieur, c'est ce que font les Chinois. Hein. Ils sont très forts. Mais
Par contre, je suis optimiste sur la capacité de l'économie européenne, de l'économie française. Il y a de la croissance sous le pied, et pas que en France. Ce qui se passe en Allemagne, on ne parle pas en France, par exemple. La Pologne est en train de devenir une très grande économie. Nous sommes très partenaires de cette économie. La Roumanie, des pays comme l'Italie et l'Espagne, aujourd'hui, sont sur des facteurs de croissance très élevés. Donc, et ça peut aussi nous-mêmes nous tirer vers le haut. Je suis persuadé, par exemple, dans la qualité... Évidemment, il faut qu'on travaille la qualité renouvelée de notre offre agroalimentaire, mais on peut reprendre pied dans les autres marchés. Mais je vous ai connu tirant le signal d'alarme. Ce matin, au contraire, vous êtes plutôt Non, je tire rassurant. aussi le signal d'alarme sur les conditions de production, parce qu'il y a des vraies opportunités, et je pense qu'il ne faut pas se brider, il ne faut pas se mettre des boulets. Est-ce que vous vous bridez ? Non. Non, on le sent bien ce matin, et je vous sens quand même de plus en plus intéressé par, disons, ce qui pourrait basculer du commerce à la politique. Merci Michel-Édouard Leclerc. Le commerce, c'est politique. Le commerce, c'est avec les gens. Et j'aime les gens. Pour l'instant, vous en êtes encore là. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.